s'est retourné ça dans l'autre sens. On s'est inversé. Retourner l'appareil photo. Vous allez voir où nous sommes. Donc on est à la foire du livre. Hein, c'est le dernier jour, la foire du livre à Bruxelles. Et là, il y a le point place de l'Europe et les élections. Donc c'est intéressant de... Et là, il y a le point place de l'Europe et les élections. Donc c'est intéressant de... C'est des politiques nationales qui se seraient faites de toute manière, mais qui a consisté à enlever des moyens. Et donc, du point de vue des effets, ce que dans les petits lieux, je dirais, dans l'agriculture, dans l'enseignement supérieur, ce que j'ai constaté, c'est que même quand l'Europe faisait des choses, elle n'était pas impuissante. Je pense qu'elle a fait des choses, les contre-effets étaient dévastateurs pour négatif et créer un gros sentiment de tristesse. On va peut-être essayer de terminer sur une note positive. Vous évoquiez à l'instant le terme de promesse, une question pour tous les deux évidemment. Quelle devrait être la promesse de l'Europe aujourd'hui? C'est pas mal. Alors, on va essayer soyons visionnaires. J'aurais bien du mal à le dire. En fait, alors c'est peut-être une différence peut-être une différence entre nous là-dessus. Moi, j'aime bien l'administration. J'aime bien la comptabilité, j'aime bien tous ces trucs un peu chiants comme ça qui dépriment tout le monde, les standards, les normes ISO, tous ces machins. J'aime bien tout ce qui est de l'ordre, effectivement, des sciences grises et des trucs. En fond, parce que c'est ce qui fait l'infrastructure du monde, qu'elle soit financière, qu'elle soit... Et donc, quelque part, même si c'est une infrastructure pourrie, voilà, à plein d'égards, on le sait, l'Anthropocène, c'est le nom de cette infrastructure dans le domaine de l'environnement, etc. Il y a quand même quelque chose qui a été fabriqué, quelque chose qui est de l'ordre d'une conscience de la nécessité de cette grisaille à l'échelle d'un continent entier, là où l'imaginaire politique qui est le nôtre en permanence est un imaginaire qui est un imaginaire comme ça de mouvements populaires, d'affection, d'émotions, de grandes idées, etc. Cette grisaille européenne, aussi sinistre soit-elle à plein d'égards, au fond, elle nous rappelle en permanence que c'est pas vrai que la politique, c'est que ça. Et donc, en effet, qu'elle produise néanmoins des effets d'affection, des effets sinistres, c'est extrêmement dommageable. Donc, s'il devait y avoir une promesse, pour moi, qui serait une promesse européenne, ce serait de parvenir à faire apprécier la grisaille, d'une certaine manière. Ce serait une promesse qui serait une promesse, effectivement, de désidéalisation, d'hyperréalisme, pour qu'on puisse effectivement parler effectivement de ces institutions, de ce système de banque centrale, etc., pas comme une espèce de monstre obscur, incompréhensible et lointain, mais comme précisément quelque chose d'extrêmement concret, je ne vais pas dire d'excitant, faut même pas déconner, mais enfin, disons quelque chose en effet, sur lequel on peut en effet avoir prise, parce que cela décide de nos vies bien davantage que toutes les idées que l'on pourra avoir. Donc moi, s'il devait y avoir une promesse, ce serait celle-là, ce serait une promesse de déflation par rapport à nos propres rêves. Ce serait une espèce d'auto-promesse d'arrêter de rêver d'une Europe qui, de toute façon, est et sera toujours impossible, même au niveau des institutions les plus terrestres. Apprécier la grisaille. Ça vous dit quelque chose, Tristan Garcia, pour vous, c'est quoi? Oui, avant de dire peut-être la promesse à laquelle je tiens tout de même, sur cette promesse-là, même la promesse de l'administration, il me semble qu'elle l'a pas complètement tenue. Moi, je me souviens oui, alors ici on est à la foire du livre et là on aborde tout ce qui est autour des élections européennes et l'Union européenne, et puis vous avez des personnes apparemment qui viennent de France qui critiquent un peu, c'est intéressant de voir. Il y a des autres endroits aussi, je vois un peu des livres, il y a des livres idéologiques. Ça fait pas très longtemps que je suis arrivée, donc j'aurai le temps de faire le tour. J'aurai le temps de faire le tour, de vous montrer un petit peu. Un algorithme que personne ne sait faire fonctionner. Voilà, ce qui reste des promesses auxquelles je pourrais tenir, qui est celle en tout cas auxquelles j'ai cru enfant et adolescent, c'est de rompre avec le nationalisme. Ce qui reste des promesses auxquelles je pourrais tenir, qui est celle en tout cas auxquelles j'ai cru enfant et adolescent, c'est de rompre avec le nationalisme européen, mais au-delà, qui ne s'exprime pas normalement en anglais
et leur faire faire des textes pour moi, que je ferai en danois, en croate, en coréen, etc., que l'on ferait traduire dans une espèce de tentative dérisoire, petite, tu sais, une goutte d'eau dans un océan, mais en tout cas de rééquilibrage, en effet, des grandes forces linguistiques qui pèsent très lourdement, justement, sur la possibilité du maintien de quelque chose comme un récit européen. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est aussi essentiel dans ma vie. Beaucoup de blabla pour pas grand chose. On peut faire, mais en anglais, plus court, hein, pour synthétiser, pour que tout le monde comprenne ce qui est dit. Effectivement, une question centrale et ouverte pour faire contrepoids, disons, qui pourrait faire contrepoids, qui peut faire contrepoids aux récits généraux de la langue, comme cette chose qui existerait et qui, en l'occurrence, aujourd'hui serait la langue anglaise avec l'espèce de tentative de survie du français et de l'allemand. Voilà, merci. Une dernière idée qui me revient sur les langues pour finir sur une note positive, une belle note. Un des fondateurs du comparatisme en littérature, un théoricien qui s'appelle Erich Auerbach, qui a été exilé de force par le nazisme, a écrit son grand livre qui s'appelle Mimesis, en essayant de reconstituer. Il avait perdu sa bibliothèque, hein, c'est quelqu'un qui fonde vraiment l'idée de comparatisme, c'est-à-dire l'idée que c'est entre les langues, justement, hein, c'est entre les littératures nationales que se forme la littérature, qui fonde vraiment l'idée de comparatisme, c'est-à-dire l'idée que c'est entre les langues, justement, hein, c'est entre les littératures nationales que se forme la littérature. On connaît M. Philippe Lambert. On va voir. Animé par Nicolas Bogart. Voilà, c'est intéressant. Intéressant. Très très intéressant. Ah, je suis bien tombée. Intéressant. Très très intéressant. Ah, je suis bien tombée. Très très intéressant. Ah, je suis bien tombée. Bon moment. Ouais, intéressant de voir ce qui va être dit. C'est intéressant aussi. Voilà. C'est intéressant aussi. Voilà. C'est les prochains. C'est intéressant. Donc, Foire du livre Bruxelles, c'est le dernier jour aujourd'hui. Très intéressant. Très très intéressant. Bah, il s'installe. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent, nous sommes à la Foire du Livre. Ici c'est le... Voilà. Donc pour ceux qui arrivent, nous sommes à la Foire du Livre. Ici c'est le stand de l'Union Européenne autour de la Foire du Livre. Là il y a des membres du Parlement européen qui vont venir parler. Et maintenant on est avec le titre « Il va maintenant ». Là il y a des membres du Parlement européen qui vont venir parler. Et maintenant on est avec le titre « Il va maintenant falloir vivre dans un monde fluctuant ». Ah, M. Philippe Lambert est là. D'accord. Voilà. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Tout est soumis à
soumis à un Tout est soumis à un Tout est soumis à un Souvent dans mes conférences, je cite l'exemple de la fabrication d'automobiles just in time. Ça veut dire que lorsque on est au stade de l'assemblage de l'automobile et que l'auto en cours d'assemblage arrive au stade où il faut monter les portes, eh bien les portes viennent d'arriver dans l'usine. Donc c'est hyper efficace, on n'a pas de stock, donc financièrement c'est parfait. Mais imaginez que le camion qui amène les portes ait un accident sur l'autoroute ou soit bêtement pris dans un embouteillage, ah ben c'est toute la chaîne qui s'arrête. Autrement dit, efficacité maximale, résilience zéro. Or, en effet, dans le monde qu'est le nôtre, et j'imagine que c'est la nature qui nous apprend ça, mais si on veut être résilient ou robuste, ça m'intéresserait de savoir comment vous faites le lien entre les deux notions. Si on veut tenir le coup face à des fluctuations, face à des chocs, le paradigme de l'efficacité n'est pas le bon. Il n'est vraiment pas le bon, or c'est celui dans lequel on est. Et donc ça appelle vraiment à une transformation de notre manière de penser. Donc oui, ça me parle beaucoup. Okay. Vous utilisez le terme résilience, c'est un terme assez flou, vous pourriez un peu le développer, l'expliquer? Alors moi j'oppose les deux. La résilience a trois définitions, ce qui